L'homme qui a survécu seul pendant 56 jours en Antarctique, de la chaîne François Calvier. Yo tout le monde, j'espère que vous avez bien profité des vacances et que vous êtes tous de retour en forme. Aujourd'hui, il va faire froid. Je vais vous raconter une histoire de survie terrible, glaçante, qui s'est déroulée dans un des environnements les plus hostiles de la planète, l'Antarctique. Il s'agit de la mésaventure de Douglas Mawson, un explorateur anglo-australien lors de l'expédition antarctique australasienne de 1911. Alors qu'il mène un petit groupe de reconnaissance à l'est du camp de base, une J'imagine qu'il n'a pas rencontré d'ours polaire, heureusement. crevasse engloutit un de ses hommes avec la majorité des provisions et les meilleurs chiens de traîneau. Contraint de faire immédiatement demi-tour, Mawson s'engage alors dans un périple de près de 500 km par des températures glaciales et quasiment sans nourriture. Lorsqu'il arrive enfin au camp de base, seul survivant, il peut voir le navire de l'expédition au loin en train de quitter l'Antarctique. Il vient de le rater de seulement quelques heures. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de survie. C'est des enfoirés, ils l'ont pas entendu. Ils l'ont pas attendu. Bon, il va y avoir le contexte, on va comprendre pourquoi ils sont partis sans lui. L'histoire commence au début du XXe siècle, à l'âge héroïque de l'exploration en Antarctique. C'est dans ce contexte de course au pôle Sud que Douglas Mawson, un explorateur polaire anglais, prépare sa prochaine expédition. Il veut explorer et cartographier la zone antarctique située au sud de l'Australie. Ce territoire est quasiment inconnu et très peu de personnes s'y sont déjà rendues. Mawson parvient à rassembler un équipage et le 4 août 1911, le navire Aurora quitte le port de Cardiff au Pays de Galles pour rejoindre l'Antarctique. À son bord se trouvent Mawson et 36 hommes, dont Belgrave Ninis, jeune militaire de 24 ans, et Xavier Mertz, champion de saut à ski et d'alpinisme. Après 5 longs mois de navigation dans des eaux périlleuses, l'équipage atteint enfin le 6e continent le 8 janvier 1912. Première étape de l'expédition, établir un camp de base. Mawson et ses hommes mettent 10 jours à décharger l'Aurora et s'affairent ensuite à la construction des Mawson's Huts. Ce village de fortune est composé de 2 bâtiments principaux de 7 mètres sur 7, d'un grand atelier, d'un appentis pour les chiens et de quelques petites huttes supplémentaires pour y réaliser des expériences. Il doit permettre aux membres de l'expédition de vivre en Antarctique pour l'année à venir. En effet, l'hiver arrivant, les hommes comprennent qu'ils vont devoir patienter jusqu'en novembre et le retour des températures plus clémentes pour mener les opérations principales. Mais rapidement, tout le monde réalise que l'emplacement choisi pour établir le camp de base est exposé à de terribles vents. Sans le savoir, ils viennent de s'installer dans un des endroits les plus venteux du monde où le blizzard souffle 285 jours par an avec des rafales atteignant fréquemment les 240 à 290 km/h. What? Malgré ces conditions terribles, les membres de l'expédition tiennent le coup et en novembre 1912, Mawson forme les premiers groupes et assigne les différentes missions. Une équipe part en direction du pôle Sud. 190 km. Mais attendez, mais là, tu te fais emporter directement. On peut résister à ça? Ça me semble être un bon endroit pour mettre la tente. Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. Magnétique et une autre doit explorer le plateau à l'ouest. Mawson se réserve en revanche la tâche de réaliser l'expédition la plus périlleuse. Rejoindre et explorer la terre d'Oates à 560 km à l'est. Et il demande à Mertz et Ninis de se joindre à lui. Le groupe de l'Est lointain est ainsi formé. Mais attention, toutes les équipes de l'expédition doivent impérativement rentrer avant le 15 janvier 1913, date à laquelle l'Aurora, leur navire et seul moyen de transport maritime, doit quitter l'Antarctique. Le 10 novembre 1912, ils attellent les chiens, chargent les traîneaux et partent vers l'est.
Day one. On est maintenant un mois plus tard, le 14 décembre 1912. Le groupe a déjà parcouru plus de 480 km. Mertz est en tête, à ski, et signale les dangers à Mawson et Ninis qui le suivent avec les traîneaux et les chiens. Quand tout à coup, Mertz lève son bâton de ski. Un danger. Quand Mawson arrive à son tour sur la zone, il remarque une petite faille dans la neige. Rien d'inhabituel, probablement une crevasse, ils en ont vu des centaines. À son tour, Mawson se retourne, crie pour prévenir Ninis qui ferme la marche et continue sa route. Mais lorsqu'il relève la tête, Mawson peut voir Mertz en tête qui a fait demi-tour et qui fonce vers lui à toute allure. Immédiatement, il regarde derrière lui. Plus aucune trace de Ninis, le troisième homme. Les deux hommes rebroussent chemin à la recherche de leur compagnon quand soudain, ils tombent sur une crevasse de plus de 3 mètres de large et de l'autre côté, des traces de traîneaux. Aucun doute, Ninis et les chiens sont tombés dans ces profondeurs. En regardant à l'intérieur de la crevasse, ils aperçoivent le corps de 2 chiens sur une plateforme, des débris du traîneau, mais aucune trace de Ninis. Et comble de malchance, les cordes sont trop courtes pour atteindre le premier rebord de la crevasse qu'ils estiment à 46 mètres de profondeur. Ils n'ont pas d'autre choix que de hurler dans l'espoir que Ninis réponde. Mais au bout de plusieurs heures, ils se résignent. Leur ami est mort. Damn. Choqués par la perte de leur compagnon, Mawson et Mertz se retrouvent dans une situation dangereuse. Ninis avait avec lui la plupart de leurs provisions, leur tente ainsi que toute la nourriture pour les chiens. Après un rapide calcul, le verdict tombe. Ils n'ont que 11 jours de nourriture pour 2 personnes. Il faut immédiatement faire demi-tour. Et les chiens? Ils partent alors plein ouest en direction du camp de base. Et les premiers jours, ils parviennent à parcourir une bonne distance. Ils préfèrent voyager pendant les horaires de nuit quand les températures sont plus froides et la glace plus dure. La journée, ils campent dans une tente improvisée avec des skis et une bâche. Mais leur état de santé se détériore et Mawson souffre de cécité des neiges. Il ne voit quasiment rien. Heureusement, il peut quand même compter sur Mertz pour soigner ses yeux avec un mélange de sulfate de zinc et de cocaïne. Et pour compléter leur maigre ration, ils commencent à abattre un à un les 6 chiens qu'il leur reste. Le 25 décembre, après 10 jours de marche-retour, il leur reste encore 257 km à parcourir pour rejoindre le camp de base. 4 jours plus tard, le 29 décembre, ils tuent Ginger, leur dernier chien. Les 2 hommes sont désormais dans un état critique. Leur ami est mort, ils ont abattu tous leurs chiens, ont faim en permanence, sont épuisés et souffrent de terribles engelures sur tout leur corps. Et pour couronner le tout, le foie des chiens qu'ils ont mangé était trop riche en vitamine A et ils sont maintenant intoxiqués. À partir du jour de l'an... Ah bah oui, mais on avait le débat tout à l'heure, est-ce qu'il faut manger du chien ou non? Dans ces situations-là, ne vous inquiétez pas, les chiens que vous aimez tant, ceux que vous adorez tant, que vous défendiez tout à l'heure, croyez-moi, tu vas manger ça, et avec plaisir, lorsque ta survie est en jeu. Tu vas pas nous faire le coup de le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Dans ces situations-là, ça fonctionne pas, mon pote. Tu manges. C'est ta survie. 1913, l'état de santé de Mertz se détériore encore plus. Ses engelures ont atteint un stade avancé, sa peau se détache J'avoue, petite brochette. de ses jambes, il n'arrive plus à parler de façon cohérente et commence à délirer. Rapidement, il n'est même plus capable de marcher. Mawson décide alors d'envelopper Mertz dans son sac de couchage et de le porter sur son traîneau, rendant la progression très difficile. Le soir du 7 janvier, Mawson doit même retenir son compagnon qui, dans une crise de folie soudaine, hurle et cherche à détruire la tente. Finalement, Mertz meurt quelques heures plus tard, le 8 janvier 1913. Douglas Mawson se retrouve alors seul et en mauvaise santé, en plein désert de neige et de glace et à 160 km de la base où se trouve le reste de ses hommes. Stuff. Les 2 jours qui suivent, le temps est épouvantable. Mawson extirpe Mertz de la tente et le recouvre de neige.
Il place même une petite croix en bois sur le dessus pour marquer sa tombe. Il a peut-être mangé. Hein. Ensuite, il se prépare au voyage à venir. À l'aide d'un petit outil de poche, il coupe son traîneau en deux pour l'alléger et réorganise la charge. Puis il coud une petite voile pour le traîneau en assemblant quelques vêtements de Mertz. Enfin, pour ne pas avoir à porter trop de kérosène, il fait bouillir l'intégralité de la viande de chien restante et n'emporte que de quoi faire fondre de la neige pour boire. Le 11 janvier, le temps s'éclaircit et il peut enfin repartir. 160 km, observe-t-il, est une distance relativement courte pour un homme en bonne santé, mais un long chemin pour un homme faible et affamé comme lui. Tout son corps est en train de pourrir par le manque de nourriture. Il note que ses doigts sont gelés, ses pieds lui font atrocement mal, ses muqueuses du nez ont disparu, ses glandes salivaires ne répondent plus et sa peau se détache de son corps. Malgré quelques soins rudimentaires, il ne parvient qu'à parcourir en moyenne 8 km par jour. Aïe, aïe, aïe. 8 km seulement, ah ouais. Le 17 janvier 1913, Douglas Mawson se trouve sur un glacier à environ 100 km du camp de base. Tout à coup, il sent le sol se dérober sous ses pieds. En une fraction de seconde, il est dans le vide en train de chuter. Non. La corde qui le relie à son traîneau se tend immédiatement, retient sa chute et le laisse suspendu dans le vide. Non. Pour Mawson, c'est la fin. Son traîneau va d'une seconde à l'autre lui tomber dessus et ensemble, ils vont s'en aller par le fond invisible de la crevasse. Mais par miracle, rien ne se passe. Le traîneau s'est arrêté. À bout de fatigue, Mawson tente de se hisser le long de la corde. Mais c'est un échec. Presque arrivé à la surface, un morceau du rebord de la crevasse se détache et Mawson retombe de toute la longueur de la corde. Après plusieurs tentatives infructueuses, il parvient finalement à sortir de la crevasse. Mais cette chute fragilise son moral. Il en vient à se demander s'il ne vaut mieux pas rester sur place, manger à sa faim et profiter d'une vie confortable encore quelques jours avant de mourir de froid. Savoir qu'il peut à tout moment être englouti par une crevasse sans avoir profité de ses derniers jours le terrorise. Finalement, une idée l'aide à trancher la décision. Se fabriquer une petite échelle de corde et la fixer au traîneau au cas où la neige s'effondrerait à nouveau sous ses pieds. Cet outil, qui permet de sortir sans effort d'une crevasse, va lui servir encore 2 fois avant de quitter le glacier. That's tough. On est maintenant Il a des couilles en béton, c'est pas possible. le 29 janvier 1913. Les rations de Mawson sont au plus bas. Il lui reste à peine 900 grammes de nourriture. Quand tout à coup, une tache sombre apparaît à l'horizon. En s'approchant, il trouve un cairn, sorte de tas de neige créé par l'homme, laissé par des membres de l'expédition venus à sa recherche. Caché à l'intérieur se trouve de la nourriture et une information clé. Il est à 37 km de la caverne d'Aladin, une grotte repérée plus tôt lors de l'expédition. Et dans cette caverne, qui ne se trouve qu'à quelques kilomètres du cap d'Enison, où se trouve le reste des membres de l'expédition, ont été cachés de la nourriture et de l'équipement, notamment des crampons indispensables à Mawson pour parcourir la dernière descente vers le camp de base. Ce qu'il ne sait pas, en revanche, c'est que les hommes qui ont érigé le cairn étaient là ce jour même. Non. Il vient de les rater à 6 heures près. Il met 3 jours de marche pour atteindre la caverne. À l'intérieur, il y trouve bien des provisions, mais il n'y a pas de crampons. Or, il en a impérativement besoin pour terminer son périple. Il avait en effet jeté les siens pour s'alléger, pensant qu'il en trouverait d'autres dans cette grotte. Mais Mawson est plein de ressources. Il retire les clous des caisses de provisions de la caverne, en prélève du bois et se fabrique une paire de crampons de fortune. Le 8 février, il repart en direction du camp de base. Après avoir Non, ce gars est fort. Ce mec est fort. Je serais mort depuis... depuis le début. Je serais mort depuis bien longtemps. parcouru plus de 450 km dans l'enfer blanc, Mawson n'a jamais été aussi près du but.
Il ne lui reste plus que quelques kilomètres à parcourir. Mais alors qu'il descend la pente finale, il aperçoit un point à l'horizon. Mawson, intelligent, comprend immédiatement qu'il s'agit de son navire en train de quitter l'Antarctique sans lui. Oh! Mais sur le coup, il s'en fiche. Son périple retour est enfin terminé, il est arrivé au bout et il n'y a que ça qui compte. Sans perdre de temps, il reprend enfin son chemin et arrive en vue du camp. 90 jours après son départ vers l'Est, après avoir perdu ses 2 compagnons, l'entièreté de ses chiens et après avoir lutté pour sa survie, malade et dans des conditions de froid et de vent épouvantables, Douglas Mawson arrive enfin au camp de base. Mais lorsqu'il arrive au Mawson's Hut, ses craintes se confirment. L'Aurora est bien partie quelques heures seulement avant son arrivée. Chut. Et ils ont emporté le camp avec eux? Mais lorsque Mawson dirige son regard vers le petit port du camp, il est stupéfait. Au loin, face à lui, il voit des hommes. Soudain, l'un d'eux aperçoit Mawson, lui fait signe et se met à courir dans sa direction. Il n'arrive pas à y croire, mais il n'est pas seul. En effet, 6 hommes de l'expédition se sont portés volontaires pour rester au camp de base au cas où le groupe lointain de l'Est finirait par revenir. Mawson est donc bien entouré et il peut enfin souffler. Immédiatement, il contacte le navire en partance avec la radio du camp de base et lui demande de revenir les chercher. Le navire fait demi-tour, mais à cause d'un violent coup de vent, ne parvient pas à accoster dans la baie. Ayant accumulé beaucoup de retard et craignant d'être emprisonné dans les glaces pour une année supplémentaire, l'opération de sauvetage est annulée au bout de 24 heures. What? Mawson et les 6 hommes restants vont devoir passer un 2e hiver en Antarctique. Ah, ok. Au cours du 2e Ils ont suffisamment de rations. Donc. hiver, Mawson peut récupérer de sa mésaventure et reprendre certains de ses travaux. Et le 12 décembre 1913, l'Aurora est enfin de retour. Le matériel de l'expédition est chargé à bord et Mawson enfin embarqué. Il quitte l'Antarctique le 24 décembre 1913, la veille de Noël. En partant, il peut voir une croix érigée sur un terrain élevé commémorant la mémoire de ses 2 camarades perdus, Ninis et Mertz. Voilà les amis, vous connaissez maintenant. Putain. La force mentale de ce type, c'est juste incroyable. La puissance du mental, c'est fou, quoi. C'est fou à quel point est-ce que des fois, on se dit que tout est fini, que quoi qu'il arrive, on n'y arrivera pas. Et puis, la volonté, c'est quelque chose d'incroyable. Avec de la volonté, on peut soulever des montagnes. C'est incroyable. Incroyable.